Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est Nicolas Bavrez. Il est éditorialiste au Point et au Monde, économiste, historien et il vient de sortir un livre, Réveillez-vous, et c'est aux éditions Fayard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors Réveillez-vous, c'est bien sûr une sorte de cri, en tout cas une injonction aux Français, à ses politiques, à ses élites, mais aussi à ses citoyens, afin qu'ils se mobilisent pour finalement, je vous cite, éviter, alors rien de moins que la débâcle, je vous cite, vous faites référence à la défaite de 1940, ou alors si ce n'est pas 1940, eh bien je reprends vos termes, Nicolas Bavrez, tous les indicateurs convergent pour annoncer un choc similaire à celui qui a emporté l'Italie ou l'Espagne. Vous présagez donc le scénario du pire pour la France. Alors, bien sûr, si on compare à 1940, ce n'est pas une défaite militaire ou un désastre stratégique ou une occupation qui menace la France. Mais en revanche, la comparaison peut être faite parce qu'on n'a jamais eu depuis les années 30 un écart aussi grand entre la gravité des problèmes qui se posent au pays et puis la légèreté des réponses qui sont apportées. Donc, le problème aujourd'hui dans l'économie ouverte, la mondialisation, c'est l'économie et le social qui en dérive directement. Donc aujourd'hui, la France, elle a un appareil de production qui est en train de s'effondrer. On le voit parce qu'il n'y a plus de croissance depuis maintenant le printemps 2011. On a le chômage qui repasse au-delà des 10%, 3 millions de chômeurs, 4,5 millions de personnes qui recherchent un emploi, la pauvreté qui monte. Et avec ça, bien sûr, le populisme et une grande difficulté maintenant à agir en Europe. Et de l'autre côté, eh bien, si on regarde la dernière campagne présidentielle, après bien d'autres épisodes où on aurait pu changer, on n'a discuté ni de compétitivité, au moment où la France sort des 20 premières puissances du monde. En termes de compétitivité, on n'a pas parlé de chômage, on n'a même pas parlé de crise de l'euro, alors que partout ailleurs, on en discute. Et ça, vous l'expliquez en disant que la France, finalement, elle se repose sur ses lauriers, lauriers acquis des 30 Glorieuses, et puis donc qu'elle est dans le déni. Donc ce que vous dénoncez, vous le dénonciez d'ailleurs déjà dans un livre que vous aviez écrit il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « La France qui tombe ». Votre diagnostic, finalement, est à peu près le même là-dessus. La France est toujours dans ce fameux déni. Plus l'histoire accélère, je vous cite, plus elle regarde vers son passé, vers d'improbables utopies, la France, donc, ou d'introuvables modèles alternatifs. Or, ce n'est pas la France qui arrêtera le 21e siècle, c'est le 21e siècle qui s'apprête à expulser la France du cours de l'histoire. Donc, même diagnostic il y a 10 ans. Le constat, il est resté vrai. D'ailleurs, maintenant, les Français ont bien compris. Quand on les interroge sur le déclin, il y a une très large majorité qui conclut que le pays est en déclin. Là où c'est préoccupant, c'est que, d'abord, on a raté toutes les occasions d'essayer de réformer. On a quand même... Y compris sur les 10 dernières années, donc. Surtout sur les 10 dernières années. Alors, par ailleurs, a déboulé la plus grande crise du capitalisme depuis les années 30. L'Europe elle-même est dans une très grande difficulté puisque c'est le seul continent qui accumule ce qu'on appelle une double dépression parmi les grands pôles de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, c'est vrai que la France, elle est à un tournant parce que ce fameux modèle qui a été un modèle de développement par la dette et par le crédit, eh bien, il est à bout de souffle et on ne pourra pas continuer à s'endetter pour financer, non pas des investissements d'avenir, mais pour financer des dépenses courantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde, la France, parce qu'elle va être en récession, avec son chômage, avec sa sous-compétitivité, son déficit commercial, avec ses problèmes sociaux, elle réunit maintenant, malheureusement, toutes les mêmes caractéristiques qui ont provoqué la crise de l'Italie et de l'Espagne avec l'explosion des taux d'intérêt. Et si ça devait arriver à la France, il y aurait un impact sur l'Europe parce que sans la France, l'Allemagne ne peut pas réassurer seule l'ensemble de la zone euro. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, c'est là où il y a déni, c'est qu'on continue à répandre des flopées d'idées complètement fausses. On explique que la France est un pays riche. C'est faux, il n'y a plus de croissance. Quand on regarde en termes de richesse par habitant, on est en dessous de la moyenne de l'Union à 27 aujourd'hui. On explique que les entreprises ont des trésors cachés. C'est faux, elles ont les marges les plus faibles d'Europe, à 28% et d'ailleurs, vous parlez des entreprises, parce que pour vous, finalement, le sauvetage, en fait, devrait venir des entreprises. Et vous évoquez le divorce entre les élites françaises, qui restent attachées aux structures de l'économie fermée, et puis les entrepreneurs exposés à la concurrence. Il y a une méfiance en France à l'égard de l'innovation et une extrême aversion au risque. Comment expliquer ce divorce avec les entrepreneurs ? Je crois qu'il y a eu ce gonflement de la sphère publique. Il y a eu surtout, à partir du moment où on a fait le tournant de la rigueur en 83, on a choisi de laisser les entreprises se moderniser dans un premier temps, mais on a sanctuarisé un énorme secteur public avec des règles qui n'ont rien à voir. Ça a permis de débloquer dans un premier temps la situation. Et puis au fur et à mesure
que la mondialisation, la société ouverte s'est mise en route, on a aujourd'hui des mondes qui sont complètement divergents. En fait, il y a 3 ou 4 France. Il y a une France compétitive qui est dans la mondialisation. Il y a une France, la deuxième France, qui est à l'étranger. Il y a 50 000 jeunes Français qui s'exilent chaque année parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une société fermée et malthusienne. Il y a la France protégée, le secteur public, une partie du secteur privé qui vit de la redistribution de l'État. Et puis il y a une France des exclus. C'est quand même un pays où maintenant on a 750 ghettos urbains et on a 6 millions de personnes, c'est-à-dire 10% de la population, qui vit uniquement des revenus, des transferts sociaux et qui est complètement coupée de la société, du marché du travail et qui est en train de dériver avec parfois des formes d'économie souterraine ou des formes de violence. Donc c'est ce grand divorce, ce pays éclaté qui est aujourd'hui, qu'il faut absolument réunifier. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir le sens des priorités. Aujourd'hui, le cœur du problème français, c'est que c'est un pays qui ne produit plus. Il y a 2 chiffres qui sont fondamentaux. La France consomme 10% de plus que ce qu'elle produit aujourd'hui. Et par ailleurs, la production industrielle en 2012, elle est de 10% inférieure à ce qu'elle était en 2007. C'est le seul des grands pays développés aujourd'hui qui n'a absolument pas retrouvé son niveau de production d'avant la crise. Donc, c'est le cœur de notre problème. Tant qu'on n'aura pas réussi à réanimer, relancer la production privée, on ne pourra pas régler ni les problèmes sociaux, ni les autres problèmes politiques, et notamment la montée du populisme qui est la conséquence directe de l'appauvrissement des classes moyennes et de la montée du chômage. Vous pointez du doigt d'ailleurs les politiques, tous de gauche comme de droite, les 2 camps sont fautifs. La gauche, alors vous dénoncez bien sûr les 35 heures, le RMI, la couverture universelle, et puis de droite, vous dites, y compris Nicolas Sarkozy, qui a, je vous cite, déchiré le mandat réformateur qu'on lui avait confié, alors qu'il y a l'entreprise qui devrait être au cœur, vous dites, d'une sorte de renaissance, et puis également les politiques, les décisions politiques pour justement faire de la réforme. Si vous voulez, c'est sur le temps long qu'il faut prendre ce décrochage français. Donc il y a eu en 81 une politique économique qui était complètement déraisonnable. Ensuite, le tournant de la rigueur, on vient d'en parler. Ensuite, on est allé, avec la désinflation compétitive, vers l'euro, mais au prix d'un choc très violent sur les entreprises et sur l'emploi. Ensuite, on s'est lancé dans l'euro, mais on n'en a tiré aucune conséquence. Parce qu'une fois qu'on était dans la monnaie unique, on sait qu'il n'y a plus d'ajustement possible par la dévaluation. Donc les ajustements, c'est, suivant la compétitivité, ça va directement sur la production, sur les profits, donc l'investissement, et sur l'emploi. Et donc, en refusant toute réforme, et même en s'engageant dans les 35 heures, on a fait complètement dériver l'économie et la société française dans une espèce de bulle qui est insoutenable. Quand on regarde la France de 45, elle a su se moderniser, se transformer, se renouveler. Vous parlez d'une thérapie de choc, c'est cela. Oui, mais quand on regarde, c'est ça que vous recommandez, thérapie de choc à tous les niveaux, entreprises, collectivités locales, État. Zone euro, c'est ce que vous défendiez déjà il y a 10 ans. Que faudrait-il, selon vous, une Margaret Thatcher à la française, un Gerhard Schröder, du nom du chancelier allemand qui a mené les réformes, les lois dites Hartz avec baisse des coûts salariaux en Allemagne, qui ont pris 10 ans. Est-ce que c'est possible en France d'avoir une Margaret Thatcher ? C'est sûrement possible, puisque si vous prenez historiquement 58, ça a été une thérapie de choc conduite par le général de Gaulle. Alors on ne trouve pas le général de Gaulle ou un Clémenceau, il ne suffit pas de le vouloir pour le trouver. Vous citez Pierre Mendès France également. Oui. Donc ils ont été les grands réformateurs. Ce qui est très important, c'est que quand on regarde d'autres pays, le Canada, la Suède, l'Allemagne, qui sont des pays différents, qui ont choisi des voies différentes, mais ils ont réussi à se moderniser. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il est possible dans le monde développé, en Europe, d'avoir de la croissance et d'avoir du plein emploi, puisque c'est le cas de l'Allemagne. Ensuite, il y a 3 manières de moderniser une démocratie. Les 2 premières sont souhaitables, la 3e moins. La première, c'est l'élection. Ça, on l'a raté parce qu'en 2012, on n'a débattu d'aucun de nos problèmes. Donc, on a fort heureusement un président, une majorité solide pour 5 ans, stable, mais on n'a pas du tout débattu des problèmes du pays. Le 2e élément, c'est ce que vous rappeliez, Gerhard Schröder. C'est-à-dire qu'un homme d'État, Schröder avait été réélu sur les inondations à l'Est et sur son opposition à la guerre en Irak, pas du tout pour moderniser l'Allemagne, mais Gerhard Schröder a eu le sentiment que c'était fondamental de moderniser l'économie, l'industrie allemande, et de sauvegarder. En fait, à l'époque. Ils avaient en plus la réunification, vous avez raison de le rappeler, qui a quand même coûté 1400 milliards sur 20 ans. Et puis il y a une 3e manière qui, celle-là, est dangereuse et qui m'inquiète, c'est la réforme imposée de l'extérieur. On rappelait Mme Thatcher, il faut rappeler que Mme Thatcher est arrivée au pouvoir. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni
est passé sous administration du FMI en 1975. Regardons ce qui s'est passé. Les marchés qui dictent la conduite. Alors un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, les Nicolas marchés Bavrez. Et les partenaires européens et le FMI. Et le FMI. Un mot sur François Hollande. Est-ce que pour vous, il y a un espoir qu'il puisse incarner ce Gerhard Schröder, par exemple, qui réforme effectivement le pays comme vous le souhaitez, comme finalement, cette thérapie de choc, elle est vraiment François possible. Hollande va devoir décider maintenant, parce que 2013 va être une année assez décisive. Sur les 10-10-10, déjà, il ne va pas dans votre sens. C'est insuffisant, la baisse des dépenses publiques, pour le moment, j'imagine. La baisse des dépenses publiques, il les a augmentées de 10 en 2012, il va les diminuer de 10 en 2013. Donc, c'est stabilité. En revanche, je pense que le choc fiscal qui vient après les mesures Sarkozy, c'est-à-dire qu'on aura 20 milliards sous Nicolas Sarkozy, 12 milliards cet été, 20 milliards l'an prochain. Ça fait 3 points de PIB. C'est-à-dire que c'est un choc fiscal, l'équivalent du choc pétrolier des années 70. De hausse d'impôts sur une économie qui aujourd'hui est en stagnation. Donc c'est clair qu'on va l'envoyer en dépression et qu'on va créer du chômage. Donc je pense que malheureusement, c'est vraiment le choix de l'ajustement par la déflation et pas par la reflation qui aurait été de réamorcer la production. Mais le choix de François Hollande, il y a 3 grandes figures. Mario Monti, la réforme, qui rejoint un peu ce qu'a fait Schröder. Président du Conseil italien. Voilà, président du Conseil italien. Et puis sinon, il y a le modèle Papandréou, c'est-à-dire qu'on va dans le mur. Et à ce moment-là, c'est effectivement les marchés et le FMI et la Commission européenne qui prennent en main la destinée du pays. Il faudrait que ce soit tout sauf Papandréou. Je ne souhaite pas ça à la France et aux Français. Et il va de soi que c'est aussi pour ça que pour qu'on évite de se retrouver que la France évite de se retrouver dans la situation, alors sinon de la Grèce, parce que les structures mais en tout cas de l'Italie, mais sans les réformes de Mario Monti. Réveillez-vous, en tout cas, c'est le titre de votre livre. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. C'est aux éditions Fayard. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.